Bien, donc j'appelle maintenant le dernier orateur, Clément Baumgartner de Grenoble. Stimulation cérébrale profonde assistée par l'imagerie multimodale, optimisation par l'intelligence artificielle. Encore merci de me permettre de présenter ces travaux et puis je remercie aussi l'équipe de Rennes qui m'a permis, alors que j'étais externe boutonneux, de pouvoir me familiariser avec la recherche. Donc, je vous présente ces travaux. La stimulation cérébrale profonde, brièvement, qu'est-ce que c'est? C'est une invention grenobloise, vous avez pu découvrir en arrivant, qui a environ 25 ans et qui n'est plus une spécialité confidentielle, puisqu'il y a plus de 150 000 patients implantés aujourd'hui, avec des indications de plus en plus larges et des résultats qui sont pour le moins spectaculaires. Ici, une dame atteinte d'une forme très sévère de dystonie, sans stimulation, puis après, avec stimulation. Vous voyez que c'est le jour et la nuit. C'est néanmoins une chirurgie très lourde et il faut que les patients soient très sévères pour pouvoir endurer ce type de chirurgie. Qui est lourde, longue, complexe, et j'introduis deux notions qui sont celles de workflow et de pipeline. Cécile Bataillé montrait que pour faire mieux, on était obligé de faire avec beaucoup, et pour ces chirurgies, on est obligé de s'appuyer sur des données cliniques, des données d'imagerie avec un scanner préopératoire, une IRM préopératoire. On doit recaler avec des outils informatiques et corréler avec des données électriques et cliniques pour avoir un bon résultat. Toutes ces données doivent être traitées dans des pipelines de traitement d'image qui sont évidemment assistés par l'outil informatique, sinon on ne s'en sort pas. Donc l'objectif de ces travaux, c'était d'assister le chirurgien en proposant un algorithme d'intelligence artificielle pour ouvrir des solutions simples avec des données qui sont multimodales, c'est-à-dire qu'il y a des données d'imagerie électrique, etc., pour résoudre des problèmes complexes, parce que la chirurgie de stimulation cérébrale profonde, c'est une chirurgie avec une fenêtre thérapeutique étroite, c'est-à-dire qu'il y a une fenêtre électrique très faible entre le bénéfice fonctionnel du patient et de nombreux effets secondaires qui peuvent être moteurs, sensitifs, psychiatriques. Et donc le juste milieu est difficile à trouver pour le seul chirurgien. Donc l'objectif, c'est de prédire ces effets fonctionnels en fonction de la position de l'électrode dans les 3 dimensions de l'espace et des nombreux paramètres électriques qu'on peut être amené à régler. Et l'objectif final, je vous ai montré cette diapositive, la plupart des équipes font encore des chirurgies qui durent plusieurs heures sous anesthésie locale. Donc le but, c'est en anesthésie locale, parce qu'on est obligé, on n'a pas encore les moyens nécessaires aujourd'hui pour être sûr de ce résultat fonctionnel, et donc on teste en péropératoire les patients pour s'assurer de l'absence d'effets secondaires. Voilà, et donc si on arrive à prédire correctement les résultats de la chirurgie, on pourra peut-être proposer une chirurgie sous anesthésie générale pour les patients. Donc, pour commencer, il faut commencer modestement. La fenêtre thérapeutique, qui est cette limite entre j'améliore mon patient à partir d'un certain voltage et je commence à déclencher à partir d'un autre certains effets secondaires. Mais le premier effet secondaire le plus fréquent, c'est l'effet pyramidal, qui est dû en fait à la contraction, qui est dû à la propagation du courant électrique, qu'on a modélisé là en violet, aux fibres motrices du faisceau pyramidal qui passe dans la capsule interne. Et cet effet, il provoque des paralysies, enfin des contractions, hémicorporelles, et qui ne cessent pas avec la stimulation. Donc, Nathalie Schulz
m'a parlé de l'intelligence artificielle. On l'a utilisé parce que c'est un outil de prédiction non linéaire extrêmement puissant qui permet de traiter beaucoup de données. Un algorithme, c'est une répétition finie ou non finie de solutions mathématiques pour prédire un résultat. Et donc on a donné en entrée un réseau de neurones artificiels. Un réseau de neurones artificiels, c'est une analogie mathématique du cerveau humain, en tout cas ça s'est voulu comme ça, et qui permet de prédire un résultat. Donc en entrée, on lui a donné tout simplement les coordonnées tridimensionnelles de l'électrode et le courant électrique appliqué au bout de l'électrode, et on demande à l'ordinateur de prédire ou pas l'apparition de l'effet secondaire. On a fait une première étude qui voulait être une preuve de concept dans une étude prospective de 10 patients qui étaient implantés dans le pallidum interne. On a récupéré les données cliniques. Pour nourrir un algorithme d'intelligence artificielle, il faut des données. Donc je mettais ma blouse d'externe et j'allais tester les patients dans leur chambre, des patients qui étaient implantés. Je testais au fur et à mesure des paramètres électriques de manière croissante. Je fais juste une digression. Ce qui m'a énormément plu dans ce travail, c'était parce que les patients me demandaient mais à quoi ça sert, qu'est-ce que vous faites, et donc avec mes données finalement. Et donc je leur expliquais qu'on était en train d'entraîner une machine qui s'améliorait au fur et à mesure et qui allait permettre à d'autres patients d'avoir des résultats encore meilleurs que ceux qu'ils avaient. On a étudié des modèles qui étaient d'une complexité croissante. Donc au début, on mettait juste l'électricité, ensuite on a ajouté les coordonnées d'électrode, la trajectoire. Enfin, on peut être très exhaustif, c'est ce que je disais ce matin, et tout donner à l'algorithme pour voir si au final on prédit ou pas un bon résultat. Et donc on a eu des résultats qui étaient intéressants avec un kappa. Alors moi j'aime bien le kappa pour mesurer la précision diagnostique. C'est la corrélation entre les données prédites par l'algorithme et les données réelles. C'est une échelle qui va de -1 à 1, et à 1 on est parfait, donc là on arrivait à avoir 0,78, ce qui est plutôt bien, avec une sensibilité, une spécificité tout à fait satisfaisante. Alors, ça ne sert à rien de faire un outil s'il n'est pas... Pardon. S'il n'est pas... Voilà. Facile à utiliser pour le chirurgien. Donc c'est une application qui s'appelle PDBS, qui assiste le chirurgien dans la planification du geste chirurgical. On peut définir un point d'entrée, un point cible qui est ici dans le noyau sous-thalamique. On peut éviter le cortex, les sillons corticaux ou basse les vaisseaux pour éviter les saignements. Et surtout, on peut afficher de manière simple et visuelle une carte de chaleur qui va prédire exactement à partir de tel paramètre électrique, et dans cette position, je vais déclencher ou pas un effet pyramidal. Et le chirurgien peut même en avance définir quelle limite il trouve comme acceptable. Je veux qu'à 5 millivolts, je sois sûr de ne pas avoir d'effet secondaire. Ensuite, après cette preuve de concept, on a comparé cette solution prédictive avec le gold standard, qui était pas une solution d'intelligence artificielle, mais un modèle biophysique de prédiction du courant du tissu qui est théoriquement activé par l'électrode. Donc c'est ce modèle violet. C'est un modèle tout à fait précis quand il est optimisé. Mais pour l'optimiser, pour prendre en compte l'anisotropie des tissus, il faut de la diffusion, il faut de l'imagerie en tenseur de diffusion, et ça, c'est pas facilement disponible. Pour faire un bon modèle, il faut 15 heures de calcul avec un ordinateur performant. Donc, on a évalué ce modèle simplifié qui est le modèle commercialisé.
dans une étude prospective avec 20 patients stimulés dans le nodus thalamique et 1700 testines, donc recueillis au lit du patient. Et on a montré une très bonne prédictibilité de notre outil par rapport à l'outil commercial simplifié avec des résultats significatifs. Donc, j'étais très content de voir que les auteurs avaient révisé l'indication de l'utilisation de l'outil simplifié par la suite. Dernière étude, on s'est jusque-là cantonné à l'effet secondaire. On a voulu rajouter l'effet thérapeutique avec une synthèse ici sur ce diagramme en préopératoire en disant voilà, je veux avoir un effet garanti de ma thérapeutique au bout de 2 millivolts et exclure les effets, ça vous fait une synthèse, et ça c'est l'ordinateur qui calcule tout seul, toujours avec des résultats satisfaisants. Donc je pense que l'intelligence artificielle est une modalité supplémentaire pour la chirurgie assistée par l'information qui devient de plus en plus multimodale. On se retrouve parfois encombré par toute cette information. La limite, c'est que la qualité des prédictions dépend énormément de la qualité des données, et donc il faut avoir un recueil exhaustif et de qualité des données pour avoir de bons résultats. Une des limites, c'est que c'est difficile dans ces chirurgies d'hyperspécialité de trouver des résultats sur des grandes études multicentriques et selon les critères américains qui freinent parfois un peu la recherche, et je pense qu'il faut parfois oser lancer les industriels et puis tester l'outil. On l'a testé dans notre centre, on est très content. Collecter les données, il faut qu'on s'y mette tous. Quelques perspectives, parce que pour avancer, il faut rêver un petit peu. Ce que je trouve, ce qui m'a vraiment beaucoup séduit dans ce travail, c'est cette notion de modèle incrémental. C'est que plus on teste de patients, plus on collecte de données, et plus on améliore nos modèles. Et puis pourquoi pas ensuite coupler, on parle d'autonomiser les drones dans l'armée, pourquoi pas coupler ces informations avec le robot pour un geste de plus en plus automatisé, si ça se fait pour le bénéfice du patient, toujours sous le contrôle des chirurgiens. Je pense que le shift qu'on doit faire, c'est apprendre à utiliser ces outils d'intelligence artificielle pour le service des patients. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. 100% d'accord avec toi sur la conclusion. Effectivement, c'est là où ça va aller. Juste une toute petite chose, parce que c'est toujours pareil, les guerres de chapelle. Certains font déjà de l'AG, ne vont pas faire de l'anesthésie locale, prétendant qu'ils vont aller beaucoup plus vite avec des résultats similaires. Donc la seule chose pour finir de valider sera de montrer qu'effectivement c'est supérieur par rapport à leur pratique. Je ne rentre pas du tout dans le débat par rapport à ça, je n'ai pas de parti pris. Mais voilà, c'est à mon avis l'ultime étape. Ils ont un taux de reprise chirurgicale un petit peu plus important que ceux qui font de l'anesthésie locale et des débats très animés sur une situation. D'autres questions ? Je pose la même question, vous avez un brevet là-dessus? Il y a un partenariat avec un groupe qui mixe privé-public avec des dépôts de brevets intellectuels, mais rien de commercialisé pour l'instant. Ils sont dans cette phase, c'est en marche. Ouais. Si on vient dans la vie quotidienne du neurochirurgien, vous avez présenté au début une patiente qui avait des mouvements anormaux importants. Où on en est dans l'utilisation de ce modèle dans, je parle aussi bien de la chirurgie du Parkinson, des choses comme ça, où on n'a rien du tout, ça n'a absolument pas d'utilisation pratique. On n'est pas neurochirurgien. Donc vous voulez parler de l'élargissement des indications? Oui, c'est ça. Est-ce que si vous voulez, on va améliorer. Moi, je connais beaucoup de patients opérés, j'en ai envoyé beaucoup dans des centres. On est quand on envoie des patients extrêmement inquiets à qui on envoie, parce que j'ai vu des résultats extrêmement différents d'une équipe à l'autre. Et ma question, est-ce qu'il y a peut-être un espoir de standardisation
des conséquences de cette chirurgie, parce que même si elle va améliorer le syndrome extra-pyramidal, etc., il y a souvent des autres complications. Je parle aussi des mouvements normaux, les athétoses, des choses comme ça. Donc, où vous en êtes dans l'utilisation, par contre, très loin, ou est-ce que vous pensez que d'ici dans un an ou deux, on aura l'utilisation de ce type de modèle pour améliorer tout ce qui est les chirurgies d'électrostimulation, en fait, de stimulation? On parle bien de l'élargissement des indications. Oui, c'est ça, l'élargissement et l'utilisation en pratique courante. La DBS, je la compare un peu à la psychochirurgie des années 50, où on a beaucoup d'espoir, où on pense qu'on va révolutionner toutes les maladies neuropsychiatriques avec ces modèles, donc notamment des élargissements pour la dépression, Alzheimer, ou des études chinoises sur l'augmentation des fonctions cognitives. Il y a des essais qui s'arrêtent en cours de route parce qu'ils montrent qu'il n'y a pas d'intérêt, que c'est finalement dangereux pour les patients de continuer. Donc je pense qu'il y a un engouement qui continue encore, et puis qui reviendra à des indications qui marchent vraiment, comme le Parkinson ou la dystonie, malheureusement. À moins qu'on ait une compréhension très poussée de ces maladies, mais qui sont de toute façon plurifactorielles et qu'on ne réglera pas à coup d'électrons. J'ai pas tout écouté, et dans la dépression, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de choses qui ont été faites, là, et je sais qu'il y a attribué des PHRC, il y a des gens qui travaillaient sur... Alors, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on évalue en DBS, c'est l'effet placebo, parce que quand vous avez une chirurgie comme ça, l'effet il est énorme. Il y a tout un rituel, donc il y a des patients qui sont guéris, d'autres pas du tout. Je ne pense pas qu'on puisse résumer la dépression à un déficit localisé. Ben, merci beaucoup. Merci.